Bonjour à tous et toutes. Cancer et travail, c'est le thème de notre rencontre ce soir avec cette question. Les entreprises sont-elles prêtes à répondre à la chronicisation croissante des pathologies? Avec nous pour en parler, et je les en remercie vivement de nous consacrer ce temps, Didier Sartier, directeur général de l'AGFIP, Laure Guéroux-Acola ou Acolas, Acola, Acolas, bonsoir. fondatrice et directrice de Patients en Réseau, animatrice également du collectif 1310, qui est dédié aux femmes vivant avec un cancer du sein métastatique. Ivan Krakowski, oncologue médical, médecin de la douleur, ancien président de l'AFSOS, pionnier des soins de support en France et coordonnateur des référentiels cancer et travail. Monsieur Michel Lozana, médecin député du Lot-et-Garonne, vice-président du groupe d'études cancer à l'Assemblée nationale, et Dominique Thierry, fondatrice de Juris Santé, qui est juriste, et membre du comité d'évaluation des textes qui encadrent l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques auprès du ministre de la Santé. Merci à vous pour votre participation. Et mon cher Thierry, je te laisse la parole. Temps de débloquer le micro. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bien écoutez, je renouvelle les remerciements d'Édouard pour peut-être juste pour planter le décor avant que les débats et les échanges sur cette question qui est à la fois une question épineuse et en même temps hautement importante, voire inflammable, peut-être juste rappeler que ce webinaire part finalement d'un constat qui est aussi d'une certaine façon une espèce de truisme, c'est-à-dire qui part du principe que les pathologies se chronicisent de plus en plus, ce qui est une réalité aujourd'hui établie en termes chiffrés, puisque la prévalence des pathologies chroniques ne cesse de s'accroître. On estime que cette prévalence s'est accrue d'à peu près 20% en moins de 20 ans, donc entre 2001 et 2018. D'autre part, non seulement la prévalence s'est accrue, mais en plus, on a aujourd'hui des traitements qui sont des traitements médicaux et des prises en charge, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, et de suivi finalement des pathologies, qui fait que les taux de survie et l'espérance de vie s'est considérablement accru, passant dans certaines pathologies, dont certaines pathologies cancéreuses, d'un diagnostic d'un taux de survie à quelques mois à des taux de survie de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire finalement qu'on a de plus en plus de personnes qui sont concernées. On estime à peu près à 20 millions le nombre de personnes vivant avec une pathologie chronique aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, les entreprises, qui sont d'une certaine façon aussi le réceptacle naturel d'une partie de la population, se retrouvent avec un nombre croissant de collaborateurs en situation de pathologie chronique. Donc un nombre de plus en plus important. Et d'ailleurs, à ce titre, je vais faire une forme d'auto-promo et en forme de digression. Il y a une carte qui a été faite par le CERF que vous retrouverez sur notre site et qui essaye un peu de flaguer l'ensemble des vulnérabilités qu'on peut retrouver au niveau du travail. Et on voit d'ailleurs à quel point elles augmentent. Lui, c'est 3 ans. Et derrière, je crois qu'il y a un petit souci de micro, et derrière, ça veut dire que les entreprises se retrouvent dans des situations où elles doivent gérer davantage de cas de pathologie chronique et elles y réfléchissent déjà. Il y a des réflexions qui s'engagent sur des dispositifs qu'on met en place. Il y a beaucoup de réflexions et je pense qu'on aura l'occasion de les aborder sur le retour au travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne une personne qui revient au travail. Et enfin, dernier point, on se retrouve dans un modèle qu'on a trouvé intéressant et qui vraiment va nous servir de modèle ce soir, qui est celui du cancer, qui a un aspect extrêmement modélisant de par la volumétrie qui est la sienne, mais aussi derrière de par ses caractéristiques, de ce que c'est qu'aujourd'hui la chronicisation à l'œuvre. Donc on part de ce modèle, on va partir de ce modèle dans nos échanges, l'idée étant évidemment de pouvoir élargir sur un spectre plus large de pathologies et d'une certaine façon faire du cas singulier du cancer, même si c'est toujours un peu compliqué, une forme de figure un peu universelle ou un cheval de Troie d'autres pathologies chroniques moins connues. Et peut-être juste pour démarrer sur quelques éléments qui sont des éléments concrets, on voulait vous présenter de façon extrêmement rapide
une étude qui a été réalisée par le collectif 1310, que Laure et dans une moindre mesure aussi Dominique anime, et qui a été réalisée sur la thématique du cancer du sein et du travail, en interrogeant, je crois que ça n'a jamais été fait, en tout cas à cette échelle, 3 populations différentes, à savoir des patientes qui travaillent, des managers et RH, qui sont des observateurs et plus que des observateurs, hein, des gens qui les guident, et puis par ailleurs des acteurs sociaux et médicaux dans l'entreprise. Et Et Thierry, oui, est-ce que tu peux mettre en plein écran comme tu l'as je vais le fait? mettre en plein écran. C'était prévu. Voilà, hop. Et qui nous amène un certain nombre d'enseignements qui vont nous permettre en fait peut-être de débuter, de débuter nos échanges. Ce qu'on constate en fait, c'est que quand on les interroge et quand on interroge donc ces 3 populations, patientes, managers RH, acteurs sociaux, sur l'impact que peut avoir dans un collectif de travail le fait d'avoir une collaboratrice avec un cancer du sein, majoritairement sur une note avec une notation sur 10, sur beaucoup de critères. Là, je vous en présente simplement un résumé synthétique. On s'aperçoit que les managers et RH ont une vision globalement positive de la contribution et de l'impact qu'ont aujourd'hui des femmes qui vivent avec un cancer du sein sur le collectif de travail, puisqu'on est sur une note de 5,95 sur 10, tandis que les patientes et dans une moindre mesure les acteurs sociaux ont une vision qui est une vision beaucoup plus biaisée, ce qui peut à un moment donné renvoyer à la peur de la stigmatisation, la peur de la précarisation, l'idée même que l'on serait une charge, ce qui n'est pas spontanément dans l'esprit des managers. Si on poursuit, on s'aperçoit qu'en fait, on a aujourd'hui un impact de la maladie qui est extrêmement important pour les patientes, puisqu'il est, vécu comme étant très négatif, puisqu'on obtient une note de 2,72 sur 10 hein, en termes d'impact. Et enfin, on s'aperçoit que les patientes sont très peu nombreuses à n'avoir eu recours à aucun aménagement, puisque seulement 13% des patientes vivant avec un cancer du sein, et pour la plupart un cancer du sein métastatique, seulement 13% n'ont eu recours à aucun aménagement. Toutes les autres ont eu recours à des absences, du temps partiel, du télétravail, ce qui, en termes d'organisation, peut poser un certain nombre de questions. Si on poursuit la question du traitement dans l'entreprise au sens de la prise en charge hein, et derrière comment est-ce qu'il est abordé dans les entreprises, eh bien la question du cancer, beaucoup de managers et de RH pensent qu'ils font beaucoup de choses, notamment en termes d'information et de sensibilisation des salariés, en termes d'aménagement des conditions de travail ou en termes de mise en place de dispositifs d'accompagnement. Hein, ces 3 critères ramenant à eux 50% des répondants, tandis que du côté des patientes, on voit bien qu'on est là encore sur un effet de décrochage, puisque seulement 30 à 7% des patientes estiment qu'il y a des actions d'information, qu'il y a des actions d'aménagement des conditions de travail et des dispositifs d'accompagnement spécifiques dans leur entreprise. Je préciserai juste que dans notre panel, qui était de 220 patientes, on avait à peu près 20% d'entre elles qui travaillaient dans des entreprises qui étaient des entreprises de petite taille, les autres étant plutôt dans des entreprises de grande taille. Mais là, visiblement, l'effet de taille n'a pas l'air de beaucoup bouger. Quand on interroge les personnes, oh là, quand on interroge les personnes sur les problèmes qui semblent se poser à quelqu'un qui vit avec une pathologie chronique, qui est celle du cancer du sein, eh bien, toutes sont d'accord sur le fait qu'il semble difficile de travailler tout en suivant des traitements, ce qui là encore, légitimement, peut poser des questions, tandis qu'au rang des autres problèmes, le retour au travail a l'air beaucoup plus présent dans l'esprit des managers qu'il ne l'est dans l'esprit des patients, puisque 47% des managers estiment que c'est un problème prioritaire quand elles ne sont que 33% des patientes, et elles le mettent d'ailleurs en 3e position. Pour elles et pour les patientes, la question qui se pose, c'est celle de l'arrêt de travail, et notamment comment est-ce qu'on gère cette période, qui est toujours une période un peu compliquée, tandis que pour les managers, le 3e, l'arrêt de travail échappe complètement à la vision du manager, et tandis que l'annonce de la maladie aux collègues, qui semble être plutôt problématique pour les managers et RH, ne semble pas réellement l'être pour les patientes. Enfin,
Et toujours pour poursuivre, dans les éléments qui sont aujourd'hui des éléments extrêmement complexes à vivre, et dans les sujets qui sont des éléments extrêmement complexes à suivre, les managers estiment que l'articulation entre vie professionnelle et contrainte de traitement est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ils le placent au premier rang de leurs préoccupations, de la même façon que les patientes ou les acteurs sociaux, mais avec des niveaux et des degrés qui sont des degrés différents. La méconnaissance de la question du cancer dans les entreprises par les managers est la plus mal vécue finalement par les managers et les RH. Ils le situent en deuxième rang. Et enfin, l'impact de la maladie et des traitements sur l'efficacité au travail est énormément majoré par les patientes quand il l'est beaucoup moins par les managers et RH qui, eux, placent derrière, en termes d'attente, le fait de pouvoir mieux connaître les solutions et les dispositifs d'aide existants. Enfin, quand on pose la question pour les patients et les patientes de ce qu'il conviendrait de faire dans les entreprises, qui là encore pourra nous occuper dans nos échanges, tous mettent en avant la flexibilité du temps de travail, c'est-à-dire qu'on est vraiment en recherche de flexibilité, surtout pour les patientes, mais même dans une moindre mesure pour les managers et les RH. Les patientes mettent en avant comme deuxième axe finalement de progrès la reconnaissance des compétences qu'elles ont pu acquérir pendant le vécu de la maladie, tandis que les managers mettent plutôt en avant l'information des salariés sur le cancer du sein et de façon plus, on va dire, anecdotique, les acteurs sociaux estiment que des aides financières dédiées seraient du meilleur cru. Euh, et enfin, en termes de responsabilité, on voit bien que les patientes pensent, ça fera partie des échanges, que ce sont les associations qui peuvent demain développer le plus possible des actions vis-à-vis d'elles, tandis que les managers l'estiment dans une part plus faible, préférant confier cette responsabilité au comité de direction. Vous noterez d'ailleurs qu'à l'exception des patientes, et encore dans des pourcentages qui sont relativement faibles, l'État et les pouvoirs publics, et là, pour le coup, Michel Lozana, on aura l'occasion d'y revenir, n'apparaissent pas comme étant les acteurs de premier rang entre les associations et le comité de direction. Et enfin, un dernier point, c'est qu'on a interrogé, on a profité de cette étude pour interroger les patientes, les managers et les acteurs sociaux sur la question notamment des compétences. Est-ce qu'ils considéraient que cette situation était de nature à générer de nouvelles compétences ou capacités professionnelles? Et là encore, on voit bien que ceux qui considèrent que les situations de maladie peut générer des compétences et finalement ont un regard plutôt positif sur la question de la maladie, c'est surtout les managers et les RH, puisque 76% d'entre eux l'évoquent comme étant une possibilité d'être dans une situation qui génère des compétences, quand seulement la moitié, et un peu moins de la moitié des patientes, pensent que c'est une situation, enfin en tout cas c'est une propension réelle. Et enfin, les patientes atteintes du cancer du sein, alors là pour le coup métastatique, ont-elles leur place dans l'entreprise? On voit qu'on est là encore sur une vision qui est une vision finalement beaucoup plus positive du cadre et du collectif de travail que des patientes elles-mêmes, puisqu'on est à 92-94% pour les managers et les RH et les acteurs sociaux, beaucoup moins pour les patients. Désolé de cette petite revue de détail, mais qui nous semblait plutôt intéressante, puisque il y a un certain nombre d'éléments qui se détachent de cette étude. Et moi, j'aimerais peut-être dans un premier temps recueillir votre avis aux unes et aux autres de ce qui vous semble dans les résultats tels que j'ai pu vous les présenter, c'est-à-dire de façon évidemment parcellaire et effectivement rapide. Qu'est-ce qui vous étonne ou qu'est-ce qui renforce vos perceptions de ce que vous pouvez déjà voir? Alors, la galanterie m'oblige à me tourner, au moins en ce début de réunion, ce ne sera pas toujours le cas, vers Dominique et Laure. Peut-être Laure, qui a co-piloté cette étude. Voilà. Qu'est-ce qui apparaît comme ça de façon rapide?
En fait, déjà, merci beaucoup pour nous donner la parole et mettre en valeur ce travail. En fait, ce que je trouve quand même intéressant de rappeler, qui ressort pas forcément complètement dans l'étude telle qu'elle est présentée, c'est qu'il nous a semblé qu'il y avait quand même un décalage entre la perception des entreprises et des patientes. C'est-à-dire qu'une patiente, elle sait très bien si elle a un cancer du sein localisé ou un cancer du sein métastatique. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que dans un cas, en fait, elle va pendant un temps donné être concentrée sur des traitements et pouvoir en fait se dire bah, je suis guérie, je reprends le cours de ma vie professionnelle, et beaucoup des accompagnements qui sont pensés pour ces patientes-là. Et finalement, quand on a un cancer du sein métastatique, la difficulté, c'est exactement ce que tu décrivais au départ, c'est qu'on va vers, et heureusement pour beaucoup de patients, vers une chronicité de la maladie. Mais j'allais dire, c'est une chronicité incertaine. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est une chronicité qui va me permettre, au bout d'un certain temps, quand j'ai pris confiance dans mon traitement, quand je vois que ça va bien, de pouvoir reprendre mes projets de vie et mes projets professionnels. Mais on voit bien qu'il y a souvent un besoin de l'adapter. On voit cette idée de flexibilité, de temps partiel pour pouvoir, j'allais dire, garder du temps pour gérer ses autres besoins de santé, de fatigue, etc. Et finalement, la difficulté, c'est que les besoins de flexibilité, ils sont, euh, ils sont pas toujours prévisibles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va pouvoir se dire, bah, écoutez, je reviens au travail, mais j'aurai besoin tous les X de faire des contrôles. Ça, je pense que c'est facile relativement à le mettre en place. Mais dans une maladie de ce type, un cancer métastatique, donc finalement pour tous les malades qui ont des moments où on ne sait pas très bien ce que la maladie va donner, il peut y avoir des besoins un peu plus importants et un peu imprévisibles de plus de temps pour sa santé. Et c'est ça qui a l'air le plus difficile à ajuster, il me Mhm. semble. D'accord, ce qui signifie hein, par construction aussi que la chronicité, là bien sûr dans une version qui est celle liée au cancer métastatique, amène une certaine forme de versatilité euh, qui fait que bien que la pathologie se chronicise, peut se retrouver quand même dans une situation où on a des aléas qu'on n'avait pas forcément avant. Dominique, Thierry, Je suis désolée, je suis un peu enrouée, donc je m'excuse pour la voix. Mais donc nous, donc chez Juris Santé, en fait, il y a une ligne téléphonique, hein, qui est dédiée au cancer du sein métastatique, et par ailleurs, on a également, des appels pour tous les autres types, de cancers. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on relève nous, c'est qu'il y a vraiment une grande différence entre travailler pour un grand groupe, où effectivement, il va être beaucoup plus facile de mettre en place, de la flexibilité, du temps partiel thérapeutique, que travailler pour des petites très petites ou petites et moyennes entreprises, voire encore être indépendant, où là, les adaptations et la flexibilité, c'est parfois beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et après, nous, ce qu'on commence à constater aussi, c'est que, à la limite, il y a une plus grande demande de reprise du travail de la part des femmes qui ont un cancer du sein métastatique, parce que finalement, elles le vivent dans une espèce de continuité où le travail a vraiment toute son importance par rapport à la reprise du travail de personnes qui ont un cancer, et notamment un cancer du sein localisé, qui aujourd'hui, en fait, elles sont beaucoup dans bah, l'après-cancer est difficile à vivre. Or, dans le cancer du sein métastatique, il n'y a pas d'après-cancer. Alors que dans le cadre de ce cancer localisé, on est vraiment sur cette appréhension de l'après-cancer et du fait qu'on a besoin de temps dans cet après-cancer. Après, sur la question des compétences, là aussi, nous, on a des choses très variables parce qu'on a effectivement les patients nous font remonter hein, qu'ils estiment qu'ils acquièrent des compétences, mais beaucoup nous parlent aussi de perte de compétences, et là notamment toujours en lien aussi avec les traitements et les problématiques de perte de mémoire et de difficultés de concentration. d'accord, très bien. Merci. Non, non, mais c'est effectivement ce qui veut dire que la pratique de l'association rejoint finalement en grande partie les résultats de l'étude, puisqu'on voit aussi qu'il y a un décalage entre les dispositifs donc, qu'on pense avoir mis en place et qui sont plutôt l'apanage de grandes entreprises. Je le dis parce que dans le chat, c'est pas mal évoqué. Et derrière, des entreprises plus petites qui font qu'on n'a pas forcément toujours le bon dispositif. Peut-être Yvan Krakowski, professeur Krakowski. Voilà, merci Ed de l'invitation et de me donner la parole.
Moi, je ne peux qu'enfoncer le clou de ce qu'ont dit Dominique et Laure, dont je salue ici l'énergie depuis toutes ces années et qui nous apporte beaucoup en tant que professionnels, avec un éclairage extrêmement pertinent, évidemment. Ce que je dirais, c'est que je pense que dans l'enquête, je subodore une vue peut-être surévaluée par les managers de ce qu'ils apportent aux patients, parce qu'on voit que les patients sont beaucoup plus critiques ou en difficulté que les managers ne le disent. Et pour l'avoir vécu, moi, dans les établissements, notamment hospitaliers, on voit bien qu'on a l'impression de faire bien, mais qu'on est encore en deçà de ce qui devrait être fait, pourrait être fait, même si c'est pas toujours possible. Et la, la deuxième remarque, et je m'arrêterai là pour le moment, c'est effectivement que la chronicité de la maladie métastatique complique la situation. En deux mots, quand on a un cancer, une femme a un cancer, elle reprend une activité professionnelle après son traitement. Bon, elle a été pas mal accompagnée pendant les thérapeutiques, souvent par ses collègues. Elle est considérée en rémission ou en guérison. Voilà, mais enfin, on utilise nous souvent le terme de rémission. Et au bout d'un certain temps, bah, voilà, elle est en rémission, ça va bien. Et hop, 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 il faut essayer de reprendre le rythme comme avant. L'empathie, la compréhension diminuent au fur et à mesure des mois. Et en consultation, voilà, moi j'ai nombre de situations où un patient très fatigué ou avec des neuropathies est toujours en difficulté et où la compréhension des collègues et de l'entreprise s'amenuise. Donc c'est sûr que sensibiliser les entreprises à cette situation me paraît important. Et je dirais presque que c'est pire d'être guéri avec des séquelles que d'être métastatique. Si je peux me permettre, parce que voilà, quand on est en situation métastatique, il y a encore un côté un peu qui facilite la compréhension des entrepreneurs, des collègues. Quand on a été étiqueté guéri et que on est fatigué pendant encore 6 mois, un an, un peu comme les Covid longs, hein, eh bien là, la compréhension et les difficultés s'émoussent. Et puis les collègues sont moins enclins à épauler et à prendre le travail de cette personne. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête aussi pour voir qu'on a encore un long chemin à faire. Il y a une forme d'oubli qui peut s'installer. Exactement. Merci. Michel Lozana, vous avez vu, hein, la magie à distance a permis de corriger votre nom. Alors, merci beaucoup. Bon, il faut deux aides, donc ça a été à Ah, moitié il faut deux corrigé. aides. Ah, c'est. Mais c'est pas grave du tout, vous inquiétez pas. C'est pire que le traitement. Alors, Ça se transforme en gag. Donc, euh, je ne sais pas ce que cette étude vous inspire, en fait, les résultats comme ça rapidement, vous, en tant alors, que. ça a été dit, bon, il y a une décorrélation un peu entre la perception des patientes et ceux des managers RH. Mais je voudrais souligner un élément qui me paraît un peu positif quand même, hein. La question, pensez-vous vivre, que vivre avec des cancers du sein est de nature à générer de nouvelles compétences ou capacités professionnelles. On voit que les managers RH sont beaucoup plus positifs que les patientes là-dessus. Est-ce qu'ils ont une place dans l'entreprise? Ils sont aussi beaucoup plus positifs. Pourquoi? Parce que vous avez dit qu'en effet, il va y avoir de plus en plus de cancers qui sont de plus en plus maîtrisés, mais qui se transforment en maladies chroniques. Mais il y a aussi un autre effet qui est que les entreprises auront besoin des compétences. On voit qu'on a de plus en plus de difficultés à embaucher des personnes, à trouver des compétences. Le vieillissement de la population fera aussi qu'on aura besoin de personnes peut-être plus âgées, et c'est un parallèle. Mais perdre des compétences, c'est quelque chose d'important. Et donc garder le personnel qui est déjà formé, qui connaît l'entreprise, qui connaît toutes ces problématiques, sera, à mon sens, de plus en plus important dans l'avenir. Et donc, l'insertion dans le travail pour les personnes atteintes d'un cancer me paraît être un sujet qui, normalement, va se développer dans le futur parce que, tout simplement, on en aura aussi besoin. Et ça, c'est aussi important. Donc, il ne faut pas que les patientes se sentent un petit peu en retrait. Je pense qu'elles auront vraiment une carte à jouer là-dessus. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, moi, c'est un élément un peu positif
pour le futur que je vois là. Très bien. Et on aura, je pense, l'occasion d'y revenir sur des actions qui pourraient être mises en place. Et merci beaucoup de vos réactions. Didier Essartier, du côté de l'AGFIP, alors, comment vous regardez ces résultats? Alors, d'une part, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne vais pas paraphraser tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, puisque plein de belles choses ont été dites. Peut-être évoquer plusieurs choses. Je suis un peu moins positif que monsieur le député sur l'écart qu'on peut noter et le côté positif sur le fait qu'on dise ah oui, super, c'est des compétences pour demain. Dans le sens où c'est peut-être un peu oublier la situation des personnes en disant ben, et il faut être attentif à cela. On voit bien que là, on rejoint aussi finalement ce que l'on trouve souvent dans les entreprises, ces situations d'invisibilité que l'on ne sait pas bien prendre en compte et qui justement méritent une prise en compte. D'ailleurs, en donnant la parole aux personnes, en acceptant de donner la parole aux personnes et de trouver des solutions avec soit d'ailleurs en interne, soit avec des spécialistes en complément. Il faut pas le négliger. Et ce sujet de chronicité est aussi très, très important à prendre en compte. La seule flexibilité ne suffit pas à répondre aux besoins des personnes, souvent aujourd'hui. Et donc, il est très important de tenir compte de ces éléments-là. Peut-être un point qui n'a pas été abordé et qui mérite de l'être, c'est dans l'enquête, c'est le côté isolé des personnes pendant l'arrêt, même si on peut penser, c'est un résultat qui apparaît très très fort et qui ne semble intéresser personne à part les personnes, enfin les managers. Et il y a tout un sujet aussi sur la préparation du retour qui mérite d'être travaillé dans l'entreprise, d'autant que maintenant il y a des outils, hein, les entretiens de liaison, les visites de pré-reprise et tous ces éléments-là qui sont des éléments très importants et qu'il ne faut pas, négliger. Alors après, bien évidemment que le côté positif, hein, Monsieur Lozana est bien aussi autour des savoirs expérientiels quand même qui peuvent être acquis, mais qui ne sont pas nécessairement les mêmes compétences que les compétences de départ des personnes. Et c'est pas nécessairement ce qu'ont en tête les managers quand ils ont répondu à l'enquête. Et pour autant, là, il y a des choses à creuser puisque je dirais, ces périodes de vie, comme d'autres formes de difficultés de santé ou de handicap, permettent d'acquérir une expérience qui peut être utile à l'entreprise, mais pas nécessairement telle qu'on peut l'imaginer au départ. Ça nécessite justement d'être travaillé dans le temps. Voilà, pour un premier tour, je vais m'arrêter là parce que c'est juste pour compléter par rapport à ce qui s'est dit. Très bien, mais merci beaucoup. Je rebondirai sur votre dernier propos. C'est derrière aussi, ça ouvre d'une certaine façon aussi le champ de l'employabilité pour ces personnes. Et je reviens juste aussi sur la question, mais on va y venir dans quelques instants, de la gestion de l'absence, qui est de plus en plus une question récurrente dans les entreprises, alors qu'on a un cadre législatif ou réglementaire, et là je parle sous le contrôle de notre juriste, qui est quand même extrêmement restrictif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi durant une absence. Merci en tout cas de ces premiers retours. Peut-être par rapport on a commencé à l'évoquer, mais la question de la chronicisation, finalement, avec ses aspects à la fois de versatilité, d'inscription de cette versatilité sur une perspective de long terme, avec des allers et retours dans l'entreprise, elle vient d'une certaine façon aussi changer un certain nombre de pratiques. Et donc derrière, il y a des choses qui se mettent en place. C'est un peu autour de cette question-là que j'aimerais qu'on puisse débattre à présent. Peut-être avec le professeur Krakowski, on va commencer peut-être, j'allais dire, par le bout du bout, c'est-à-dire la prise en compte des patients qui se retrouvent dans une situation où auparavant, elles étaient, en tout cas s'agissant du cancer du sein, métastatique, dans une situation qui était une situation d'effet de court terme. Et aujourd'hui, elles se retrouvent dans des situations où il faut qu'elles s'insèrent socialement, qu'elles puissent travailler, pour certaines, en tout cas pour celles qui le souhaitent. Qu'est-ce que ça change à une pratique de professionnel de santé, ce genre de choses? Pour nous, c'est beaucoup de joie et beaucoup de pénibilité. Évidemment, on se réjouit des progrès accomplis
moi qui ne suis pas à perdre au de l'année, en 30-40 ans, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Et on rentre dans une phase à nouveau qui va acutiser les progrès. Alors, non seulement dans le cancer du sein, qui était un modèle, etc., et avec aussi des militantes très actives, mais dans d'autres tumeurs, vous savez qu'il y a le congrès de l'ASCO en ce moment, mais nous, on voit déjà dans les cancers du poumon, dans les mélanomes, des progrès incroyables avec des malades qui arrivent, j'allais dire presque mourants, polymétastatiques, et dont on voit des rémissions qui n'étaient absolument, qui étaient inimaginables il y a encore 4-5 ans. Donc, on se retrouve dans les situations de surveillance, encore une fois, de symptômes liés à la maladie, mais aussi au traitement, parce que dans l'immunothérapie, on est dans une grande imprévisibilité des effets indésirables. Et donc, j'allais dire un peu en termes de slogan, le cancer, c'est presque fini, les soins de support, ça ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation où les progrès sont là, et moi, j'ai toujours un peu en mémoire des malades guéris et qui ont une situation professionnelle, familiale qui a été beaucoup détériorée et qui, à l'époque, étaient très peu accompagnés. Il y avait très peu de psycho-oncologues, on ne parlait pas de santé sexuelle, etc. Et de malades qui avaient une vie un peu infernale après leur cancer alors qu'elles étaient guéries. Je ne parle même pas des quelques cas de suicide suite à des difficultés importantes. Et encore une fois, comme je vous le disais, c'est d'une part, on est très heureux d'obtenir ça, et on va l'obtenir. Voilà, on est dans les 5 à 10 ans dans des résultats qui vont vraiment nous mettre dans des situations de contrôle de la maladie dans pratiquement tous les cancers, comme on l'a connu dans les leucémies, dans les Hodgkin, etc. On est dans les mêmes situations. Et en même temps, voilà, il faut, et cancer et travail est un très bon sujet pour dire, bah, à côté de ça, et la vie, quoi, et la vie. Et ça, les oncologues médicaux que nous ne sommes pas très bien formés déjà. Il reste tellement à faire en termes de communication, par exemple, quand on pense qu'en médecine, on a des cours sur la communication qui sont absolument microscopiques. Or, notre métier, c'est en grande partie ça, l'annonce des mauvaises nouvelles, etc., qui a été tellement déficitaire pendant des années, ça s'améliore. Et puis, effectivement, de pouvoir déléguer à des équipes donc de soins de support. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes ces équipes hyper spécialisées qui vont gérer la douleur, la fatigue, la dénutrition, les difficultés psychologiques. Encore une fois, j'évoque la santé sexuelle parce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui montre bien que les progrès ont été là et permettent à beaucoup de patients d'avoir une vie familiale, sociale et une santé sexuelle épanouie. Et là, il faut développer des équipes, des nouvelles équipes avec des nouveaux moyens pour épauler les cancérologues et pouvoir reprendre le suivi de ces malades. Parce que nous, et j'arrêterai là-dessus, une fois qu'on a fait notre job, on voit les patients régulièrement, enfin régulièrement, c'est 6 mois, 1 an. On les voit de moins en moins souvent parce qu'on a une crise, évidemment, du nombre d'oncologues. Donc, on délègue beaucoup aux médecins généralistes. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la vie d'un médecin généraliste aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'avoir des équipes qui vont pouvoir reprendre le flambeau, revoir le patient sur le plan psychologique, une assistante sociale qui va les aider justement à faire les bonnes démarches, une diététicienne qui va les aider à reprendre du poids ou à le perdre en fonction des situations, puisqu'on peut les rencontrer. Donc, on voit tout l'environnement majeur qui doit se développer autour de la cancérologie. Et c'est ça les soins de support pour lesquels, depuis une quinzaine d'années, on se bat. Ouais. Merci beaucoup. Didier Sartier, c'est dans les propos du professeur Krakowski, mais vous m'arrêtez hein, si et l'un et l'autre. J'ai quand même l'impression qu'on est face à une forme, appelons-la, je ne sais pas si c'est une vague démographique nouvelle ou peut-être une vaguelette démographique nouvelle, avec des gens qui vont finalement être en entreprise, avec une pathologie qui s'est chronicisée, donc qui est sous contrôle, mais qui va réclamer pour autant, parce qu'elle peut être versatile, parce qu'elle peut derrière avoir des caractéristiques propres, une forme d'ajustement dans les organisations. Euh, qu'est-ce que ça, de votre point de vue, qu'est-ce que cette prise en compte-là d'un public qui n'est pas, qui est quand même un public un peu nouveau, qu'est-ce que ça peut venir changer dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a déjà, dans ce que vous pouvez connaître, des choses qui se mettent en place dans l'accueil de populations chronicisées?
Alors avant d'arriver à ce point-là, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a évoqué le professeur Krakowski et qui est très important. Je dirais, c'est créer cette chaîne du soin au travail et qui passe déjà par une meilleure. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, mais globalement que le système de santé connaisse bien les solutions emploi des différents acteurs. On le voit dans plein de domaines. Nous, cette méconnaissance de ces solutions emploi ne sont pas là, ne viennent pas aider, alors que ces personnes ont besoin d'accompagnement, besoin d'orientation et de trouver le bon rythme en plus et en plus c'est important de pouvoir revenir au travail, ça fait partie, je dirais, finalement aussi du rétablissement. Et à partir de là, cette chaîne santé-travail, elle doit être consolidée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et c'est des étapes sur lesquelles je pense qu'on a encore du progrès à faire. Après, par rapport à ce que vous évoquez, vous avez raison. On est en plus avec des données très très importantes, hein. On parle de millions de personnes concernées aujourd'hui par des situations, même déjà rien que de cancer. Alors si je vous parle de maladies chroniques, c'est encore, je peux encore augmenter le nombre de dizaines d'unités de millions de personnes concernées. Et ça suppose de travailler à revoir les organisations au travail de manière forte, et puis finalement de se mettre en logique de mettre l'ensemble des acteurs de l'entreprise, et ils sont nombreux à travailler ensemble entre les collègues, parce tout ça se fait dans un collectif de travail à un moment donné, dans une petite équipe ou dans une plus grande équipe, les managers, les ressources humaines, les services de santé au travail qu'il ne faut pas oublier, qui sont là aussi pour accompagner, voire des spécialistes. Et la GFIP propose de pouvoir recourir à des spécialistes pour de conseils en adaptation finalement d'organisation ou voire y compris d'adaptation complète des postes de travail ou de réorganisation du travail, les associations qui sont très importantes aussi dans le secteur, pour justement identifier les rôles de chacun et construire ces situations, sachant que ce n'est pas juste un moment de retour, c'est aussi mettre en place un suivi durable parce que ça a été évoqué entre différents éléments, la fatigue, les pertes de mémoire, les difficultés de concentration. Tout ça n'est pas, et ça a été évoqué, il y a quelques éléments aussi aléatoires qui fait que c'est pas complètement tracé, et d'une certaine manière, heureusement, et qui suppose justement un suivi permanent de ces situations. Comme ça a été dit à un moment donné, peut-être qu'on guérit, mais on guérit différent, et il faut le prendre comme ça, et ce différent peut en plus évoluer dans le temps. Donc voilà en gros la chaîne à construire. On n'y est pas encore tout à fait aujourd'hui, même si des solutions, heureusement, de plus en plus fortes existent aujourd'hui. Oui, de quel ordre, en fait, pour, Bah, alors d'abord, je pense, je sais pas, je pense à l'application Allo Alex, par exemple, qui peut être un fort soutien pour les personnes. Je pense aussi à Cancer at Work qui propose des solutions, un réseau d'entreprises engagées qui est très intéressant. Les associations aussi ont des suivis. Et puis, justement, l'enjeu, c'est que les acteurs de l'entreprise, et c'est ce qu'on propose. Pour votre information, d'ailleurs, on avait sorti déjà en 2021 un outil de sensibilisation, ce qu'on appelle chez nous des Active Box, pour présenter qu'est-ce que c'est que les cancers, comment travailler, quels sont justement où on en est aujourd'hui. Et puis en 2022, on a ressorti une Active Box, mais là sur les maladies chroniques évolutives. Vous évoquiez au début que le cancer était un peu un fer de lance dans ces sujets-là. Bah, vous voyez, on a procédé de la même manière. Et puis il y a aussi encore un certain nombre d'expérimentations. On travaille d'ailleurs avec l'Institut du cancer qui travaille fortement sur ces sujets-là, avec des expérimentations qui sont encore en cours pour développer des bonnes pratiques en entreprise. très bien, merci. Oui, notamment avec un club, hein. Je crois qu'il y a un club Oui, il y a un club au sein de l'Institut du voilà. cancer, et puis avec une charte aussi qu'ils ont développée. Très Je bien. crois que le Alors, professeur Krakowski qui voulait prendre la parole. oui, De compléter ces propos très pertinents et attirer l'attention sur aussi la différence qu'il y a entre les managers et les équipes. Encore une fois, les managers, ils sont dans l'action, ils y font plein de choses pour ces patients, et c'est vrai.
Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'ils surévaluent un petit peu leur puissance de feu. Mais dans les équipes, je pense qu'il y a un défaut de formation sur, voilà, bah, cette secrétaire, elle est très fatiguée, bien qu'elle soit guérie du cancer, et il faut que vous compreniez ce qui se passe. Et c'est vraiment quelque chose d'important de former non seulement les managers, mais également sensibiliser les équipes. Et Cancer at Work, voilà, que je veux saluer aussi, fonctionne là-dessus depuis 15-20 ans. C'était une des pionnières sur le sujet et son travail est vraiment aussi très important. Une remarque, peut-être du côté des associations, qu'est-ce que ça change en fait la chronicisation? Alors Dominique, tu évoquais le fait qu'on avait davantage d'appels de gens qui souhaitaient se mettre, enfin revenir sur le marché du travail. C'était un peu ce qui était dit. Qu'est-ce que ça change et puis qu'est-ce qui est aujourd'hui mis en place dans les cadres? Alors, effectivement, il y a des tas d'initiatives. Là, on a deux associations qui sont aussi un fer de lance dans ce domaine-là. Donc, ce serait intéressant que vous puissiez nous dire ce que ça change en tant qu'association de votre activité et peut-être s'il y a une initiative qui vous semble être aller dans le sens d'une préparation de la chronicisation. Alors, Donc, Dominique. oui, donc il y a, effectivement, il y a le club des entreprises de l'INCA également hein, qui est moteur aujourd'hui. Il y a d'autres associations, en fait, il y a Entreprises et Cancer qui est concerné par le sujet. Il y a également, il y a Jury Santé qui est concerné par le sujet. Il y a tout un grand nombre d'associations auxquelles les personnes vont pouvoir s'adresser. Encore faut-il qu'ils aient aussi l'information. Et ça, il y a la vie autour hein, qui aide quand même aussi. Hein. C'est un site où on va retrouver tous les soins de support qui vont permettre effectivement d'identifier pour les personnes qui ont besoin d'un certain nombre de soins de support, d'identifier quelles sont les associations qui vont pouvoir répondre. Fonction des associations, les réponses vont être différentes. Ça peut être des plateformes d'information écrite comme Allo Alex. Ça va être de l'accompagnement juridique personnalisé avec la mise en place de coaching par Jury Santé, par exemple. Bon, voilà, après, il y a, pour entreprises et cancer, ça va être associé à la fois de l'accompagnement du salarié avec l'accompagnement du manager, mais aussi des équipes à l'intérieur des entreprises. Donc aujourd'hui, on voit bien que les offres se démultiplient parce que c'est une vraie question en fait qu'on adresse. Et quand je disais là tout à l'heure, effectivement, c'est quand même différent la personne qui a eu un cancer, mais dont elle sait qu'elle va être en situation de rémission, comme le dit très justement Yvan, elle va être en situation de rémission, elle va reprendre son travail. Certes, ça va passer par la visite, idéalement, hein, par la visite de pré-reprise, mais qui n'est toujours pas assez connue. Donc la visite de pré-reprise avec le médecin du travail qui va lui permettre de voir quels sont les aménagements, tant horaires que de poste, que de mission, de flexibilité qu'il va falloir mettre en place. Le rendez-vous de liaison qui va permettre de faire le point avec son N+1 et voir d'autres personnes dans l'entreprise et également le service de santé au travail. Et puis finalement, la mise en place d'un temps partiel thérapeutique pour revenir progressivement à une activité à temps plein. C'est différent de la personne qui a un cancer ou une maladie chronique qui, elle, va plutôt aller vers une reprise sur un temps partiel qui va se pérenniser sur un temps partiel avec peut-être de temps en temps la possibilité d'augmenter un petit peu le temps de travail, mais ça ne va pas très souvent ce qu'on voit plutôt, en tout cas en l'état actuel de la médecine, hein, et avec la toxicité quand même des traitements qui engendrent aussi des séquelles, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui sont effectivement dans cette chronicité, c'est que finalement, on va quand même vers une dégradation progressive de la capacité de travail. Et donc, à un moment donné, on va arriver à quelqu'un qui va être beaucoup plus absent ou quelqu'un qui va devoir diminuer de manière notable son travail. Et là, il y a, à mon avis, des choses à penser avec les organismes de prévoyance, parce qu'aujourd'hui, une des contraintes quand même pour les patients, c'est aussi des contraintes financières. Ce n'est pas la même chose de pouvoir prendre son travail, diminuer son temps de travail et avoir quand même l'assurance d'avoir un revenu minimal garanti qui est assuré du fait de l'intervention de la prévoyance, que les personnes qui n'ont pas de prévoyance, où là, s'ils ne travaillent pas, il y a juste la pension d'invalidité, ce sera tout.
Et puis, la grosse problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes qui sont en chronicisation de la maladie, souvent elles passent sur une pension d'invalidité catégorie 2, qui permet effectivement la reprise du travail, mais avec encore une lisibilité par les prévoyances assez stricte, ce qui fait que si elles changent d'employeur, très souvent, elles perdent leur organisme de prévoyance. Donc, je pense qu'il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là aussi. Il y a un chaînage, tout à l'heure on évoquait, Didier Sartier évoquait le chaînage finalement soins-travail, il y a même un chaînage plus large. Juste peut-être Laure, merci en tout cas Dominique. Laure, il y a des choses qui existent, vous allez pouvoir nous dire très vite ce qui est fait par Patients Réseau, mais au-delà de cette question, est-ce que, à votre avis, les entreprises aujourd'hui ont une bonne connaissance des ressources? Là, on a cité 2-3 ressources qui sont, alors je ne sais pas si Cancer at Work est une association, ça l'est vraisemblablement, mais on a cité des ressources. Mais est-ce que dans l'expérience que vous pouvez avoir aujourd'hui, les entreprises s'appuient finalement aussi sur les associations pour apporter des réponses, En soit pour fait, s'acculturer, soit pour… alors, donc, nous, en fait, notre savoir-faire avec Patients en Réseau, c'est de proposer, donc, notamment à travers mon réseau cancer du sein, des communautés de patientes qui échangent entre elles. Et donc, sur ce réseau, depuis 10 ans, il y a des patientes qui ont un cancer du sein métastatique. Et donc, on voit effectivement toutes ces questions, ces transformations et énormément de patientes qui reprennent leur travail. Et là, finalement, il y a deux grandes situations. C'est finalement, je me sens finalement assez bien avec mon traitement, je suis de nouveau en confiance. Et le travail fait partie de mon épanouissement. J'ai véritablement envie de le reprendre parce que si je vis, j'ai envie d'être dans la vie sociale, etc. Et puis, pour un certain nombre d'autres personnes, il y a aussi tout simplement une contrainte économique. Il y a quand même beaucoup de personnes, et ça a été noté notamment dans les premières enquêtes du collectif 1310, si vous vous souvenez, on avait recommandé qu'à l'annonce d'un cancer du sein métastatique, toute personne en âge de travailler soit orientée vers une assistance sociale pour avoir des conseils adaptés, puisqu'on note une dégradation économique, une précarisation liée au cancer métastatique qui est majeure. Et puis ça a été souligné aussi dans le fil d'échange. Là, on a quand même globalement des exemples assez positifs qui viennent plutôt du monde des grandes entreprises, qui ont les capacités et les moyens de réfléchir à tout ça. Mais dans beaucoup d'autres situations, il n'y a tout simplement pas forcément la place, les savoir-faire, la possibilité dans une toute petite entreprise d'accueillir et d'accompagner la personne de la même façon. Donc moi, ce que je trouve quand même, c'est que finalement, les personnes, on avait aussi travaillé sur cette question de la charge mentale. À un moment donné, la maladie métastatique, si on garde uniquement ce groupe de personnes concernées par une maladie avec lesquelles on va devoir composer jusqu'à la fin de ses jours, avec plus ou moins de traitements, elles décrivent que finalement, autour d'elles, tout le monde s'habitue à ce qu'elles aient un cancer du sein métastatique. Hein. Tout le monde oublie, il y a beaucoup moins de soutien, voilà, donc il faut se débrouiller. Ça devient de plus en plus invisible parce que grâce aux nouvelles thérapies, j'ai mes cheveux, etc. Donc j'ai un cancer du sein métastatique, vous ne le voyez pas. Et ma fatigue et un certain nombre d'effets indésirables, de douleurs, de différentes difficultés que je peux avoir, ne sont pas forcément stigmatisantes et visibles. Et donc il y a tout un fardeau de cette maladie, toute une énergie à dépenser tout simplement pour être là avec vous, à travailler, j'allais dire, face à cet écran, qui est très mal perçu et très mal évalué par les collègues et l'entourage. Et ça fait partie des problématiques. Et pour en revenir au point de l'orientation, de ce qu'il faut, finalement, il y a un vrai besoin d'accompagnement des personnes. C'est hyper compliqué. La plupart d'entre nous, on n'y connaît rien à tous les droits et tous les machins. On est perdu entre invalidité, de 1, de 2, de RQTH, de MDPH, etc. Il y a beaucoup d'acronymes et en fait, on est très peu aidé. On est très peu aidé dans la paperasse. Et donc, c'est là où je souligne et je remercie du fond du cœur les associations dont c'est la spécialité. Parce que typiquement, nous, on a eu des retours excellents des accompagnements, typiquement cancer du sein métastatique de Juris Santé. Pourquoi? Parce que c'est des espaces où il y a plusieurs personnes concernées. On va se poser la question, vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur, on est différents. On n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes projets. Il y a des choses qu'on ne peut plus forcément faire. Et tout ce réajustement,
cette réflexion-là, elle est complexe et quand on est guidé là-dedans pour en sortir quelque chose de positif et un nouveau projet professionnel avec les bonnes questions à se poser par rapport à ses droits, voilà, est-ce qu'il faut absolument reprendre à temps plein ou pas, comment trouver un juste équilibre et d'être guidé là-dedans, c'est très précieux. Donc globalement, ce que je veux juste dire, c'est que le mérite aussi de cette enquête, c'est de dire que ces trois mondes, ils se connaissent peu. Et notamment, le monde de l'hôpital pense pas forcément à l'entreprise, ne pense pas forcément aux associations. Et je trouve que d'avoir des ponts entre nous, à travers des collectifs ou certaines associations ou structures plus spécialisées, c'est très utile. Parce que nous, typiquement, c'est pas notre spécialité, le retour au travail, mais on a des patients tous les jours qui arrivent dans ce réseau et tous les jours, on peut les orienter vers des ressources utiles où elles vont pouvoir avoir des réponses qui vont les guider. Et du coup, c'est peut-être de travailler sur des modèles comme ça et régulièrement ne pas oublier qu'en fait, tout ce qu'on va, au bout d'un moment, on acquiert une compétence, mais c'est au bout d'un moment. Donc au début, quand on est concerné, on est nul. Donc il faut toujours recommencer. Donc trouver le moyen d'apporter aux personnes qui sont déboussolées les bonnes infos, le soutien des équipes de soins et notamment des soins de support, ça c'est vrai que c'est très précieux. Mais aussi cette orientation, ça me paraît très important. Et ça a été redit, hein, et on va le creuser avec le collectif 13-10 cette année, de se redire qu'on n'est pas toutes avec le même type de travail entre je suis indépendant, j'ai pas du tout les mêmes risques en fait, je suis fonctionnaire, je suis salarié d'une petite, d'une moyenne, d'une grande entreprise, et qu'on ait un peu un repérage comme ça de vers qui guider les gens et ce qu'on peut faire, parce que c'est vraiment un enjeu majeur. Et pour finir, la grande surprise des patientes, c'était de voir finalement qu'elles étaient perçues comme ayant des compétences utiles. Et ça aussi, il faut le dire, je pense que dans les formations en entreprise, on va sensibiliser à oh, la pauvre patiente qui va perdre ses cheveux, qui va être fatiguée, etc. Mais on n'est pas que ça. On n'est pas que des maladies sur pattes avec des effets indésirables. On est aussi des personnes transformées et parfois positivement transformées. Et ça aussi, il faut le dire dans le monde de l'entreprise. Très bien, merci. Merci Laure. Michel Lozana, on n'a toujours pas corrigé, mais que cela ne vous empêche pas d'intervenir sur finalement ce que ça change même pour un législateur, parce que j'imagine que c'est une situation qui est quand même assez inédite d'avoir possiblement autant de gens qui reviennent sur le marché du travail. C'est surtout qu'il y a aussi une grande différence avant ce qui se passait antérieurement et ce qui se passe maintenant. Ça a été décrit par le professeur, puisque les problématiques sont plus du tout les mêmes. Avant, on était malade, guéri ou pas guéri, et puis c'était à la limite beaucoup plus simple. Moi, j'ai commencé mes études médicales il y a 50 ans. Je peux vous dire que voilà, ça a beaucoup évolué, et en effet, ça nous pose des questions qui sont nouvelles et qui vont continuer de se poser ou de manière différente ou autre. Et on voit bien que tout le parcours doit être pris en compte. Et ça devient compliqué parce qu'on a parlé de médecin généraliste qui n'a pas beaucoup de temps, le lien avec le médecin du travail qui est parfois compliqué. Il faut le dire, hein, parce que ce sont des dossiers qui se transmettent. Il n'y a pas vraiment d'échange complet de médecins du travail avec les entreprises. Il faut que ça soit fait de manière aussi pluridisciplinaire, pour voir comment on adapte les liens au travail ou autre. Donc, pour le législateur, c'est compliqué. On a parlé tout à fait au début de donner de la souplesse dans le fonctionnement. C'est peut-être là, en tout cas, un des moyens. La flexibilité sera nécessaire parce que c'est évolutif. Nous n'avons pas à un instant T le même problématique que quelques mois plus tard. On voit bien que tout ça peut fluctuer et c'est là où ça devient compliqué dans la mise en place concrète sur le terrain. Pour ça qu'il faut des équipes pluridisciplinaires et il faut aussi donner des cadres qui soient suffisamment souples pour prendre en compte tout cela. Alors, il y a eu beaucoup de faits, parce que moi, je suis très étonné. En effet, j'étais en contact avec Cancer at Work ou autre. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant quand même qui réfléchissent à ces problèmes et qui commencent à apporter, en tout cas, des embryons de solutions qui vont se faire aussi en marchant, si j'ose dire. C'est-à-dire voir quel est le problème, essayer d'y répondre. Et arrive un nouveau problème, essayer d'y répondre. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour le législateur, quand même, c'est compliqué parce que la loi, c'est un cadre, entre guillemets. Donc,
sortir du cadre, essayer de le faire évoluer, ça demande du temps, c'est pas simple, et ça demande de la compréhension, ça demande une appréhension de tous ces problèmes. C'est pas toujours très simple, malheureusement, mais comme je le disais tout à l'heure au début, c'est une nécessité parce que les entreprises vont y être soumises. Laure le disait aussi, il y a des femmes qui reviennent en se sentant au contraire, j'allais dire reboostées, en tout cas dans une démarche très positive là-dessus, et il faut les accompagner là-dessus. Très bien, merci. Merci beaucoup. Comme l'heure avance, on peut peut-être essayer de se fixer là, dans les minutes qui viennent, l'idée qu'il y a sans doute des choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, hein, mais peut-être juste Didier Sartier, vous évoquiez tout à l'heure le fait que les entreprises s'étaient mises en chemin, ce que semble confirmer Michel Lozana en disant finalement il y a beaucoup d'expériences, d'expérimentation in vivo qui se mettent en place. À votre avis, dans quel sens il faudrait qu'on aille justement pour être prêt demain? Alors, malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'en plus, on est sur des grosses populations. Dans les entreprises, au pire, j'ai peut-être distingué les plus grandes, ou en tout cas plus grandes, puisqu'aujourd'hui, les entreprises de plus de 250 salariés doivent avoir un référent handicap qui doit être un acteur essentiel dans la connaissance des solutions et d'accompagnement des personnes, au-delà de la chaîne santé-travail que j'évoquais tout à l'heure, parce que finalement, il faut faire en sorte que tous les acteurs qui accompagnent les personnes soient au courant de ce sujet, connaissent ces solutions. Les médecins traitants, on l'évoquait, les médecins du travail, on les évoquait aussi, puisque d'ailleurs aussi, les plus petites entreprises ne demandaient pas à un chef d'entreprise d'une entreprise de moins de 250 de connaître toutes les solutions. Ça serait une gageure, et donc ils ont besoin d'acteurs complémentaires, dont les médecins du travail, qui doivent avoir une connaissance sur ces sujets-là. D'ailleurs, à la GFIP, on développe aujourd'hui une plateforme qui va permettre aussi d'avoir des modules de sensibilisation et d'information sur ces sujets qui sont essentiels, parce qu'il faut pouvoir se former ou avoir des liens en permanence. Il y a les acteurs plus spécialisés, comme les Cap Emploi, qui sont là aussi pour appuyer les plus petites entreprises et les plus grandes, mais qui sont pour moi des acteurs essentiels dans ce dispositif, à qui on met d'ailleurs à disposition nous-mêmes des appuis spécifiques qui peuvent aider, et on a pris en compte dans notre dernière version de service les maladies chroniques évolutives de manière générale. Alors, évidemment, le cancer, les problématiques cancer sont intégrées dans ce sens-là. Et puis alors, je reviens, je crois qu'il faut certainement soutenir toutes les associations qui œuvrent à côté, parce que c'est celles qui connaissent le mieux souvent les sujets, et qui peuvent aussi travailler avec ces acteurs-là. Et puis, je ne voudrais pas oublier les acteurs du dialogue social qui, dans une entreprise, doivent aussi être complètement formés à ces sujets-là, sensibilisés à ces sujets-là, puisque ce sont peut-être aussi pour les personnes les premiers acteurs et qui ils vont pouvoir se tourner quand l'entreprise elle-même n'est pas complètement au fait des sujets. Voilà, j'en ai cité quelques-uns, mais c'est encore un travail considérable qu'on a devant nous pour faire en sorte, alors que considérable, et pour autant, pour moi, mettre en haut de l'agenda, puisqu'on est sur des millions à nouveau de personnes concernées aujourd'hui, et encore plus demain. Et c'est au cœur au cœur des compétences qu'évoquait M. Lozana. C'est-à-dire, oui, c'est des compétences. Oui, c'est finalement ce qui va faire que demain aussi, les entreprises auront moins de difficultés à avoir leurs compétences en place, parce qu'elles auront su mettre l'environnement de travail utile à ses collaborateurs. Il y a une urgence, il y a une forme de nécessité urgente dans ce que vous dites. Absolument. Dans les choses qu'on peut mettre en place. Peut-être, Monsieur Lozana, par rapport à ça, est-ce que le législateur a des choses à pouvoir encadrer? Écoutez, c'est difficile de répondre comme ça. Déjà, je voudrais... J'imagine. Je voudrais à nouveau revenir sur le rôle des associations. L'État ne peut pas tout faire, sinon il fait tout mal. Et je me méfie parfois des lourdeurs administratives qu'on peut surajouter. Il y a déjà beaucoup d'acteurs. Je crois que la mise en réseau de ces acteurs qui doivent se parler du
la chaîne jusqu'à la fin, c'est déjà très important. Donc, il faudrait faciliter ça, me semble-t-il. Et après, en effet, on peut porter quelques améliorations ou autres. Moi, je portais, par exemple, une proposition qui avait été faite avec Cancer at Work sur le don de jours inter-entreprise. C'est un peu compliqué, mais j'ai eu une certaine écoute. Bon, malheureusement, c'est passé à l'as dans un 49.3, mais j'y reviendrai. Donc, il y a des éléments qui peuvent renforcer. C'était qu'un exemple pour dire, sur tout ce chemin-là, donc on peut y travailler, renforcer des éléments. On a fait déjà beaucoup. On a fait déjà pas mal de choses sur le trajet d'un patient, l'accompagnement, des choses comme ça. Le rôle du travail, c'est très compliqué en France. Alors, il y a déjà eu une charte, vous le savez, des entreprises privées qui ont fait une charte intéressante en 11 points. En fait. Voilà. Il y a le ministre de la fonction publique qui a mis en place il y a à peu près un an, et il faudrait d'ailleurs en tirer les conséquences et voir où ça en est, mais qui avait mis un plan là-dessus justement pour l'accueil des patients relevant de maladies graves, comment on le refait. Et je crois que la fonction publique a justement un devoir entre guillemets d'exemplarité là-dessus quand même, parce qu'il y a des facilités, on peut imposer certaines choses, voilà. La fonction publique doit pouvoir être moteur là-dessus, et moi j'ai pas encore la vision de ce que ça a changé depuis un an, c'est assez récent, mais ça vaudrait, je crois que ce serait intéressant d'en tirer les conséquences et après d'essayer donc de voir comment on peut faire avancer les choses. Très bien, merci. Merci beaucoup. Comme je sais que vous risquez de nous être enlevé, vous m'avez dit votre assistant parlementaire, pendant la réunion, j'ai préféré un peu presser le pas. Je reviens vers vous, Laure, Dominique et Yvan, par rapport à ce qu'il conviendrait de faire, à votre avis, s'il y avait un truc assez emblématique ou extrêmement important qui pourrait être mis en place, ce serait quoi? Enfin, vous pouvez même en avoir deux, hein, mais c'est juste... comme on a pas mal visiblement de réactions dans le webinaire, j'aimerais bien aussi qu'on puisse recueillir ou répondre à des questions. Alors, moi, je vais partir sur deux idées. Il y a eu, justement, parce que certains patients ou patientes ont eu à cœur de faire bouger les choses dans leur entreprise, l'idée même de co-construire un certain nombre de choses dans l'entreprise avec des personnes concernées. Et ça, c'est juste pour dire que souvent, de mettre autour de la table des gens qui sont passés par là ou qui vivent ces situations, c'est éminemment précieux et souvent très utile pour avancer dans le bon sens. Donc, que ce soit des patients partenaires ou pas, hein, mais donc des gens qui vont se former avec une certaine réflexion, une certaine posture, ou qui connaissent très bien l'entreprise et qui veulent mettre leur expérience au service globalement de l'entreprise. Il y a différents exemples qui semblent très intéressants. Et moi, j'aurais juste envie de donner une deuxième piste que je trouverais très importante, qui est peut-être là plus pour le monde des soignants et des personnes, des travailleurs sociaux qui nous accompagnent quand on est, j'allais dire, en soins. C'est d'une certaine façon de réfléchir à repérer les personnes les plus à risque d'avoir des difficultés. Donc là, très clairement, la personne qui est indépendante, qui a sa propre entreprise, mais ça peut être aussi l'homme ou la femme qui travaille, qui a un cancer, qui a des enfants petits et qui a divorcé il n'y a pas longtemps et qui se retrouve à gérer 1000 trucs et qui va pas y arriver tout seul. Entre guillemets, réfléchir ensemble à quels sont ces critères de personnes qu'il faut vraiment guider pour éviter des situations parfois dramatiques ou parce que dans la vraie vie, en fait, c'est trop de soucis, trop de choses à faire, trop de choses difficiles à gérer de front. Et je pense que ça serait précieux. Et du coup, que ce soit voilà, les travailleurs sociaux, les associations autour, on pourrait être particulièrement vigilants pour un certain nombre de personnes qui sont peut-être moins aidées que d'autres. Oui, ou dont la situation particulière fait qu'ils rentrent dans un cadre général dit de chronicisation, mais avec des caractéristiques particulières. Ensuite, Yvan, peut-être, ou Dominique. 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 Non, avec un micro, en enlevant le micro. Oui, Enfin, oui, j'ajouterais à ce qu'a dit Laure, là-dedans, il faut prendre en compte, par exemple, la personne qui est en CDD.
la personne qui a peu d'ancienneté dans le secteur privé. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion à faire sur les critères de vulnérabilité, en fait, face à la chronicisation de la maladie et à des accompagnements spécifiques à mettre en place. Au-delà de ça, moi, j'insiste sur vraiment, il faudrait quand même, aujourd'hui, on peut cumuler le travail avec une pension d'invalidité catégorie 2. Même le site Amélie, maintenant, le note en petit astérix, mais la loi, elle indique toujours pension d'invalidité catégorie 2 est égale personne totalement incapable de travailler. Donc, les prévoyances continuent à s'appuyer là-dessus pour dire que quand il y a une pension d'invalidité catégorie 2, eh bien, et que la personne arrête son travail dans une entreprise et reprend dans une autre entreprise, elles ne suivent pas. Il y a vraiment un travail, à mon sens, à faire avec ces prévoyances. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un accord interministériel qui a été pris en 2023 pour la fonction publique d'État qui concerne notamment l'amélioration des conditions de prévoyance, mais qui prévoit aussi l'amélioration de la prise en charge des fonctionnaires d'État, c'est-à-dire que dorénavant, quand ils seront en congé, donc je vais pas refaire tout le déroulé, hein, mais prenons l'exemple du congé longue maladie où traditionnellement, ils ont 1 an à plein traitement et ensuite 2 ans à demi-traitement. Une fois que cet accord sera opérationnel, aura été mis en place, eh bien, ils seront dorénavant pris en charge effectivement 1 an à plein traitement, mais avec plus de primes qui seront prises en compte. Et puis ensuite 2 ans, non plus à 50% de leur traitement, mais à 80% de leur traitement. Et ceci étant dit, pour ceux qui sont dans le cadre de la chronicisation, où très souvent, bah, ils arrivaient en fin de droit à leur congé dans le cadre de leur congé maladie, ils arrivaient à la fin, ils ne pouvaient pas reprendre leur travail dans la fonction publique, il n'y avait pas d'autre solution s'il n'y avait pas notamment s'il n'y avait pas de possibilité de reclassement, il n'y avait pas d'autre solution que la retraite anticipée pour invalidité ou l'allocation temporaire d'invalidité, mais sans possibilité de reprendre le travail dans la fonction publique. Tout ça, ça va être remis à plat et dorénavant, ils vont bénéficier d'un régime, eux aussi, de pension d'invalidité, un peu similaire au privé, mais avec de meilleures prises en charge, c'est-à-dire pension d'invalidité, au lieu d'avoir 30% des 10 meilleures années prises en charge, ce sera 40% pour la pension d'invalidité catégorie 1, ce sera 40% de leur indice. S'ils sont en catégorie 2, ils vont avoir le maintien à 80%, et chaque fois avec la vocation aussi de faciliter le maintien et la reprise du travail dans la fonction publique. Donc on voit bien que là, on a un exemple majeur d'évolution sociétale au niveau de la prise en charge de ces fonctionnaires qui, confrontés à la chronisation d'une maladie, ou aujourd'hui, au moment où ils terminent leur droit au congé maladie, ils sont un peu, ils se retrouvent à devoir sortir, ils sont radiés des cadres et éventuellement ils pourront retravailler, mais dans le privé, mais plus dans le public. Là, on va vraiment avoir une évolution majeure que je pense qu'il faut observer de près pour ensuite en tirer des leçons pour le secteur privé. Très bien, merci. Merci beaucoup, professeur Kakowski. Oui, sur le plan législatif, je me sens bien moins compétent que Dominique Laure ou monsieur le député. Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il ne faut pas attendre non plus de l'État des miracles législatifs et des leviers sans fin. Je pense qu'on est dans un pays qui est quand même absolument fantastique sur le fait actuellement qu'on peut accompagner les malades dans des conditions d'humanité qui ne sont pas négligeables. Voilà, évidemment, quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, on se console. Et pour avoir connaissance des différents systèmes de santé à l'étranger, je crois qu'il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Moi, je pense que pour aider les patients et les managers, un élément fondamental, mais c'est lié à ma casquette voilà, d'oncologue et d'enseignant, il faut de la formation. Ça, c'est important. Pas que des managers, comme je l'ai dit. Moi, je crois que c'est une démarche d'entreprise, de société, de groupe. D'autant plus que, alors encore une fois, les petites boîtes doivent être beaucoup plus en difficulté pour avoir de la formation. Ça, je sais pas, il doit exister des systèmes qui permettent de les toucher aussi.
Et pour moi, le trio gagnant, c'est association de patients, professionnels de santé, quels qu'ils soient, si possible dans le domaine des soins de support. Et là, évidemment, oui, l'assistante sociale a un rôle important. D'ailleurs, les assistantes sociales des hôpitaux connaissent pas toujours très bien ce qui peut être offert aux malades en dehors de l'hôpital. Donc ça, c'est important. Et puis, l'oncologue, il faut que les médecins puissent aussi s'imprégner, connaissent ça, et on peut imaginer que une association de patients avec un jeune interne, une assistante sociale viennent dans les grosses boîtes pour expliquer ce que c'est qu'un cancer, sensibiliser. Demain, ça peut être vous. Et il y a des grandes chances d'ailleurs que demain, ce soit beaucoup d'entre vous. Et donc, mobilisons-nous sur le sujet de la sensibilisation, formation. Voilà ce que je peux apporter en complément. Très bien, merci. Et qui derrière permet aussi des échanges de connaissances et des liens. Alors, merci infiniment. On a encore un tout petit peu de temps pour prendre quelques questions. Édouard, si Oui, des rapidement, personnes. merci à toutes et tous. C'était vraiment très instructif. Oui, une petite dizaine de minutes et je propose qu'on donne la possibilité aux participants de se manifester pour poser leurs questions et je les ferai monter sur le plateau, si je puis dire. Alors, Je vais si, peut-être en commencer attendant avec... que les uns et les autres se manifestent pour ne pas avoir de temps mort, moi, il me semble qu'il y a une question qui est posée dans le question-réponse. Alors, par avance, c'est extrêmement compliqué. Je préfère le dire parce qu'il y a dans le chat et dans les questions des questions extrêmement spécifiques, ce qui rend un peu compliqué d'y répondre dans un cadre un peu large et global. Mais en revanche, là, il y a une question qui est posée qui me semble complètement percuter nos sujets et qui a une dimension un peu symbolique, qui est: bonjour, existe-t-il une structure qui fait le lien avec l'employeur en cas de cancer? Alors, évoquer le cancer métastatique, je pense que d'une certaine façon, c'est tout type de cancer, pour organiser le suivi et les rendez-vous médicaux qui peuvent empiéter sur le temps de travail. Cette question, qui est une question derrière, qui est celle de la délégation, il me semble. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a un lieu où on peut orienter et déléguer euh, les, finalement le traitement du sujet? Alors, est-ce souhaitable de votre point de vue? Est-ce possible? Voilà, si vous voulez bien réagir, peut-être pas forcément tous, mais si quelqu'un trouve que la question est pertinente, qu'il n'hésite pas à réagir. Moi, je veux bien réagir. En fait, c'est typiquement un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour certaines personnes, quand on voit la liasse de papier ou comment je remplis mon dossier MDPH ou je sais pas quoi, c'est difficile. Et on pourrait très bien imaginer que certains, voilà, qui aient la place pour pouvoir avoir une sorte de service d'aide à gérer un certain nombre de choses, où on puisse s'appuyer sur des gens justement qui connaissent à la fois le contexte de la maladie, mais aussi tout ce droit du travail est spécifique et à minimum orienté. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une place concrètement pour aider les gens là-dessus. C'est comme l'assistante sociale de l'établissement qui est quand même celle qui est la plus pertinente sur le sujet. Alors, il y a aussi Elles sa ne sont charge. pas très nombreuses, c'est ça le problème. Elles ne sont pas très très nombreuses et tous les patients ne peuvent pas voir l'assistante sociale. C'est ça la difficulté. Il y a sa charge de travail, comme le rappelle Laure. Il y a le fait que dans des centres de plus petite taille, quelquefois, il n'y a pas d'assistante sociale où elle est multitâche. Et ça fait partie aussi voilà, des moyens un peu qu'on réclame en termes de soins de support pour pouvoir justement voilà, mener à bien cette reprise professionnelle. Je crois qu'il faut quand même redire que autant il y a quelques années, c'était un peu exceptionnel, finalement, d'avoir autant de patients chroniques dans les établissements. Aujourd'hui, enfin, je sais pas ce que ça représente en termes de chiffres, vous l'avez dit, je ne suis pas au fait des choses, mais j'imagine qu'il y a au moins un tiers, ou plus d'un tiers des gens qui travaillent dans les entreprises qui sont touchés ou qui vont être touchés ou qui ont des proches touchés. Mhm. C'est plus anecdotique. Ça veut dire Non, qu'il faut vraiment s'organiser pour pouvoir répondre à cette problématique de la complexité. très bien. Alors, il y a Dominique qui a levé la Oui, main. Il faut faire vite parce que je crois que oui, Magali je vais très Pariolo a vite. Non, une c'est question simplement pour pour vous. dire, à partir du moment où effectivement il est question d'obtenir des autorisations d'absence pour soins, la première personne à consulter, c'est le médecin du travail.
Et puis ensuite, effectivement, il n'y a pas une structure qui va organiser la prise de rendez-vous en fonction de l'agenda de l'employeur. C'est la personne qui connaît son agenda quand même au niveau de l'employeur, qui peut organiser avec l'établissement de santé et en ayant l'appui du médecin du travail par rapport à ces autorisations d'absence pour soins qui sont un droit, hein, je le rappelle, pour les personnes qui sont en lien, qui ont une affection de longue durée. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais n'hésitez pas à appeler Juris Santé si vous êtes concerné sur le problème et on vous donnera toute l'information. Voilà, on va prendre Très bien. trois questions d'affilée avec, on va commencer par Magali qui va se présenter, puis Dany Aubanel. Magali, vous nous entendez? Non. Alors, est-ce que Dany Aubanel nous entend? Oui, je vous entends. Alors, posez votre question. Mais moi, je reviens toujours à la même question. Très bien de s'occuper des salariés et de la fonction publique, ils sont les plus nombreux. Quid des 5 millions de travailleurs non salariés, les éternels oubliés de notre prévoyance et qui sont malades comme les autres, qui souvent ne prennent pas le temps de se soigner, ne peuvent pas s'arrêter de travailler et qui sont souvent au bord de la précarité et malheureusement qui sont atteints de cette maladie sociale du cancer comme tous les autres. Que faisons-nous pour tous ces travailleurs non salariés? C'est mon petit combat. Oui, c'est un vrai combat, c'est sûr, hein. Merci. Très bien. Nathalie, Oui. si vous nous Oui, entendez. bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, merci bien pour cette présentation et ce sujet très sensible et très important. Avec 20% de patients qui perdent leur emploi dans les 3 à 5 ans après le diagnostic de cancer, quelles sont les structures qui peuvent accompagner les patients à retrouver une activité tenant compte de leur santé, autre que France Travail qui ne semble ne pas pouvoir les accompagner? Voilà. Une Et question je vais extrêmement juste... technique. Attendez, alors une troisième question. Mais il y a Lire la Magali. question de Magali, vous m'entendez? Oui. Donc Magali qui n'a pas le micro ne fonctionne pas. Comment aborder la maladie métastatique lors d'un entretien d'embauche quand on ne peut pas reprendre son ancien poste et quid des accompagnants qui posent des congés pour nous amener aux examens et soins? Voilà, ça fait plusieurs questions. Qui souhaite répondre? Peut-être je propose juste Oui. quelques éléments d'éléments. Alors d'abord, c'est vrai que le sujet des travailleurs non salariés ou d'autres formes d'emploi parfois sont souvent les oubliés de notre manière de raisonner sur. Pour autant, si je me trompe pas, aujourd'hui, les travailleurs non salariés peuvent avoir quand même l'appui de la médecine du travail, hein. C'est prévu, et Dominique Thierry, mais je crois, nous le confirme. Ça fait partie des acteurs qui aujourd'hui doivent pouvoir prendre en compte les travailleurs non salariés. Je rajouterai là-dessus les Cap Emploi qui, à nouveau, je l'évoque, qui sont aussi des acteurs vers lesquels peuvent se tourner les travailleurs non salariés. Ça permet aussi de répondre à la question suivante, finalement. Dans le monde d'aujourd'hui, alors c'est vrai que, alors je vais faire exprès de le dire comme ça, aujourd'hui on a France Travail et un service unique normalement pour les demandeurs d'emploi à travers le réseau pour l'emploi et avec un rapprochement de France Travail et des Cap Emploi, mais pour autant vous avez encore des Cap Emploi sur tout ce qui est maintien en emploi, évolution professionnelle. Donc, d'une certaine manière, il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux sur une situation qui sont aussi des spécialistes qui vont aussi pouvoir apporter des éléments complémentaires. Donc, pour moi, les acteurs, c'est bien la médecine du travail et les Cap Emploi qui, d'une certaine manière, sont les acteurs à aller voir. Et je redis aussi, hein, comme l'a dit notre député, Monsieur Lozana, les associations sont là aussi pour vous orienter et heureusement qu'elles sont souvent là pour aider dans un premier pas si les acteurs du soin ne sont pas en capacité aujourd'hui de toujours répondre aux questions.
parce que, mais voilà, j'en ai cité quelques-uns qui sont directement mobilisables. Et évidemment, normalement aussi, les conseillers en insertion professionnelle des MDPH sont aussi d'ailleurs des acteurs qui peuvent être. Mais bon, ils sont sur beaucoup de sujets à la fois, et c'est peut-être pas sur ces sujets-là qui sont les plus, voilà, les plus attentifs ou qui vont pouvoir donner les meilleures réponses. Voilà quelques acteurs en tout cas. N'hésitez pas, la médecine du travail, en lien avec les Cap Emploi, doivent être pour moi des points d'entrée forts sur ces sujets. Merci infiniment de cette réponse circonstanciée. Est-ce qu'on se donne le temps une dernière question, peut-être? Oui, oui. Christophe Lantier, si vous nous entendez. Oui, je vous entends. Vous m'entendez là? On vous entend. J'ai juste une question. J'ai entendu parler que la sécurité sociale, à partir du moment où elle était déposée en incapacité de niveau 2, en invalidité, pardon, de niveau 2, demandait à l'employeur un licenciement. Où est-ce qu'on en est de cette réforme? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle va être valable? Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Alors ça, c'est une question extrêmement technique. Peut-être Dominique, Oui, mais j'ai pas tu as la bien réponse. compris, j'ai pas bien Le entendu. problème, monsieur, c'est que le son n'est pas très bon. Si j'ai bien compris, je vais essayer de reformuler. Attendez. C'est le fait que l'on peut demander un licenciement dès lors que l'on est malade. Non, c'est pas ça. Désolé, J'aurais essayé. Hein. mon micro est un peu bas. Paramètres audio. Voilà. Bah, autrement, Voilà. c'était Vous m'entendez mieux là? Oui. Voilà. La question est, j'ai entendu dire que la sécurité sociale, dans un avenir proche, demandera aux employeurs, à partir du moment où la sécurité sociale vous déclare en incapacité de niveau 2, de licencier la personne concernée. Qu'elle n'ait plus de rapport, qu'elle soit sortie du cercle professionnel. Quoi. Donc, je voudrais savoir où est-ce qu'on en est, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est... Non, ça, je me permets de répondre, si vous le voulez bien, monsieur Essartier. C'est non. Au contraire, aujourd'hui, on est plutôt sur le cumul d'une activité professionnelle avec une pension d'invalidité catégorie 2. C'est plutôt ça qui est à l'ordre du jour que de dire qu'à partir du moment où vous êtes en pension d'invalidité catégorie 2, automatiquement, vous devez être licencié pour inaptitude. C'était des pratiques qui se faisaient dans le temps, mais qui sont de... Pardon? Oui. Oui, Non, parce que vas-y, là, je vas-y. vois parce que il y avait Yves qui me faisait signe. Non, il y avait une question après. C'était une pratique qui se faisait beaucoup précédemment, mais aujourd'hui, en fait, il y a même un arrêt de la Cour de cassation qui prévoit que lorsque la personne souhaite continuer à bénéficier de la suspension de son contrat de travail, alors même qu'elle a été placée en pension d'invalidité catégorie 2, elle peut le demander à son employeur en attendant que son état de santé lui permette de reprendre son poste de travail. Donc, on est plutôt aujourd'hui vraiment sur l'idée de favoriser la reprise d'un poste de travail, peut-être de manière décalée, mais avec une pensionnalité, même en catégorie 2. Ok, merci. Très bien. Ce qui paraît plutôt bien pour rester voilà, dans la vie sociale et ne pas se mettre à l'écart. Je voulais revenir sur la question d'une des précédentes personnes à propos de comment expliquer, enfin, comment parler de ma maladie métastatique à mon employeur. Là, je voudrais faire une remarque sous le contrôle de Dominique. En aucun cas, on est obligé de parler de son état de santé à son employeur. Tout à Est-ce fait. exact, Dominique? C'est complètement vrai. On n'a aucune obligation légale de divulguer une information concernant son état de santé à l'employeur. Et en outre, l'employeur n'a pas le droit de poser des questions sur l'état de santé. Donc, si la personne, elle souhaite s'en ouvrir, c'est possible. Et nous, les recommandations qu'on fait en règle générale, c'est ouvrez-vous de cette situation si c'est nécessaire par rapport au report de confiance, si vous savez que c'est une entreprise qui est très bienveillante, si l'information du fait que vous avez une situation de cancer, c'est quelque chose qui peut être utile, mais autrement, il n'y a aucune obligation à divulguer sa pathologie à l'employeur. Et l'employeur n'a pas à vous poser de questions, j'insiste. Ceci dit, voilà, il y a
équilibre, une confiance qui doit être établie. Voilà, après, c'est dans le cadre du rapport de confiance, de La vie, le fluidité lendemain de de l'entretien, l'information. évidemment, ça ne va pas bien se passer, hein. Ouais. Oui, mais dans la vraie vie, souvent les patientes sont rattrapées par la réalité. C'est que Mm. tout d'un coup, eh bien, il faut faire une série d'examens de plus, et tout d'un coup, ben, on se demande pourquoi vous prenez 1, 2, 3 machins jours. Ou certaines patientes vont chercher à organiser leur agenda en disant, bah voilà, par exemple, je travaillais pas le lundi, comme ça, je calerai mes rendez-vous médicaux le lundi. Donc, enfin, j'aurais normalement pas besoin de faire d'autres ajustements dans mon organisation. Mais on sent que c'est une vraie préoccupation, en fait, ça. Et typiquement, ça peut faire l'objet même d'ateliers de patientes, Mm. etc. Pour se dire, mais finalement, comment je gère? Parce qu'on vous dit, non, non, c'est pas la peine de le dire, vous avez pas, c'est pas, mais il y a la vraie réalité on travaille dans une équipe, il y a des projets en cours, il y a, dans l'entreprise, il y a des moments qui sont aussi chauds, quoi. Donc, il y a des moments qui sont chauds dans notre santé, et il y a des moments qui sont chauds pour l'entreprise. Et parfois, c'est compliqué de faire comme avec, voilà, Ouais, une c'est vraie des sujets segmentation. d'arbitrage. Oui, évidemment, c'est des sujets d'arbitrage qui sont Et un on peu sait compliqués. bien. Tu as Comment parfaitement considéré ma réponse comme ça, mais en même temps, ça peut être aussi quand on est embauché, dire voilà, j'ai un suivi médical, on n'est pas obligé de dire qu'on a un cancer, Mm. qui m'oblige à avoir des soins pour le moment, là, j'espère que ce sera moins après. Enfin voilà, c'est de rester honnête sans être obligé de rentrer dans les détails et quelquefois d'effrayer à tort un employeur. Parce que voilà, on peut avoir des compétences importantes qui vont intéresser l'établissement, même si on est malade. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces dernières paroles. Peut-être, Didier Sartier, vous avez tout à l'heure avec Dominique, elle vous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Vous vouliez compléter ou on peut Non, clore non, ici? Dominique, Thierry était très clair et je partage tout ce qui vient d'être dit, toute la complexité à la fois aucune raison d'indiquer ces problématiques médicales à un employeur et en même temps le besoin dans une relation de confiance et l'employeur doit être le premier, à mon sens, de montrer ça, voilà, j'irais chiche par rapport à ce qu'ont dit les employeurs dans l'enquête, qui consistent tous qui ont beaucoup dit, vous inquiétez pas en quelque sorte, chiche, allez-y, montrez la réalité de ce qui se passe dans votre entreprise, montrez votre engagement à travers des chartes, à travers des réalités. Et là, du coup, les personnes seront bien plus confiantes pour pouvoir s'ouvrir sur leurs besoins, je vais le dire comme ça, pour que chacun, j'irais, y trouve son compte et on développe comme ça et la compétence et la performance. Mais j'aurais tendance à dire, c'est à l'employeur de faire le premier pas et de montrer toute sa volonté de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place au travail. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ces derniers mots. Il ne nous reste plus qu'à clôturer cet échange et ce webinaire et à remercier tous les participants et intervenants. Merci beaucoup.